Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, je serai accompagné par l'ancien receveur de passe Danny Desrivaux. En compagnie de Danny, on va faire un retour sur ces matchs de championnat du côté des deux associations dans la NFL. Bien sûr, cette belle victoire de Laurent Duvernay-Tardif et des Chiefs de Kansas City qui vont participer au Super Bowl pour la première fois en 50 ans. J'étais sur place, j'étais sur les lignes de côté durant la rencontre. Alors, je vais vous parler de la perspective que j'avais pour ce match et on va parler bien sûr du match de championnat du côté de la nationale. Ça n'a pas été un match serré. Les 49ers de San Francisco qui ont facilement vaincu les Packers de Green Bay. Alors, sans plus tarder, le podcast Sac du Cœur commence à l'instant. Alors, Danny, les deux finales d'association, le premier match a été un match quand même divertissant. La deuxième rencontre, ça n'a pas vraiment été serré. Alors, on va commencer avec le duel entre les Titans et les Chiefs. Les Chiefs qui avaient perdu à domicile l'année dernière lors du match de championnat d'association américaine contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça faisait 50 ans que l'équipe n'avait pas participé au Super Bowl. Il y avait beaucoup de pression. Et comme ça a été le cas la semaine dernière, la semaine précédente contre Houston, c'était un lent début de match du côté des Chiefs. La défense a passé beaucoup de temps sur le terrain. On se disait, mon Dieu, les Titans vont répliquer leur succès qu'ils ont eu contre les Patriots, contre les Ravens de Baltimore. Ils vont gagner la bataille de possession sur le terrain, du temps de possession. Mais on a compté sur Patrick Mahomes qui a vraiment fait toute une performance. Encore une fois, oui, les Chiefs, fidèles à eux-mêmes, un lent départ, mais ils sont tellement explosifs, ils ont tellement la capacité de faire des points rapidement. On dirait qu'ils commencent un peu à prendre habitude un peu à avoir des lents départs parce qu'ils ont tellement la confiance, ils sont capables de revenir rapidement dans les matchs, puis ils sont capables de... C'est quand tu vois qu'ils sont capables de faire des touchés dans 1 minute 40, 2 minutes 30, c'est très rapide, puis sachant comment ils sont équipés, là, ça rend un animal qui est très difficile. Puis je peux voir aussi la pression que ça peut mettre sur une équipe qui prend les devants puis de jouer un peu sur les talons, sachant que, hey, même si on a les devants, on peut pas commencer à relaxer puis penser que c'est gagné d'avance. Il faut vraiment trouver le moyen de les éliminer, puis aucune équipe à date a été capable de faire ça. Ouais, il faut vraiment penser comme au basketball, les Golden State, les Warriors de Golden State avec Stephen Curry, t'es capable là, de se mettre en marge, de marquer 20-25 points d'un seul coup. Tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ils tiraient de l'arrière il n'y a pas longtemps. C'est la même chose avec les Chiefs. On a vu qu'est-ce qu'ils ont fait contre Houston, mais tu as parlé de confiance. Ça, c'est quelque chose que Laurent Duvernay-Tardif m'avait dit. Ryan Hunter également, lorsque je les ai interviewés avant la rencontre, il dit à la suite de notre victoire contre les Texans, il y a beaucoup de confiance au sein de l'équipe. On sait qu'on peut revenir de l'arrière, peu importe l'écart dans le match. Alors, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de panique du côté des Chiefs, même si les Titans du Tennessee ont pris l'avance. Écoute, il faut parler de la course pour un toucher de Patrick Mahomes à la fin de la première demi. Ça a vraiment été, d'une certaine façon, le point tournant de la rencontre. Ça a donné de l'énergie aux Chiefs. Ça a énergisé le Arrowhead Stadium, qui était déjà très bruyant avant le début de la rencontre. Les Titans ont commencé le match en possession du ballon. Donc, la foule était super bruyante afin d'essayer de déranger les Titans. Puis, je te dis, j'étais sur les lignes de côté, puis mes oreilles bourdonnaient tellement la foule était bruyante, tellement c'était intense. C'était vraiment incroyable d'avoir la chance de vivre cette atmosphère-là. Ça faisait quoi, la 4e fois, je pense, que j'allais au Arrowhead. Mais à chaque fois, c'est impressionnant à quel point c'est bruyant. Mais je crois que c'est plus bruyant que jamais. Mais tout ça pour dire que, cette course de Patrick Mahomes pour un toucher qui a été, pour moi, le point tournant de la rencontre. Mahomes, tout au long de la rencontre, il a fait des dommages avec son bras, mais également avec ses jambes. Ben oui, moi je pense que ça a été un peu l'élément, le X-Factor, là, si on peut l'appeler. On parle souvent de Patrick Mahomes pour ses qualités athlétiques avec son bras, puis à quel point il est capable de peut-être allonger des jeux avec ses pieds pour lancer le ballon. Mais il s'est vraiment démarqué par ses pieds, puis je pense que c'est quelque chose qui a vraiment fait mal aux Titans. Il n'a pas été capable de le contenir, puis de le laisser courir. Puis si je regarde les statistiques, là, c'est 53 verges, un touché. Si tu vas déjà concéder près de 300 verges par la passe, tu peux pas te permettre de concéder un autre 53 verges pour un touchdown à Patrick Mahomes. Puis il a vraiment été magique. Il a montré la hauteur de son talent. C'est un joueur de calibre, un joueur le plus utile, un joueur de franchise. Donc, au moment clé, il a été capable de faire un jeu comme ça là, qui a définitivement fait la différence dans ce match-là. Ouais, tu parles de Mahomes qui a été en mesure d'acheter du temps parce que ça arrivait souvent durant la rencontre qu'initialement, la couverture des Titans était bonne. Mais ce Mahomes était en mesure d'acheter du temps. Puis comme tu dis, on ne reconnaît pas toujours cette facette de son jeu-là, de ce jeu-là. Mais à un certain moment, les demi-défensifs ne peuvent pas te
tenir la couverture pendant 6, 7, 8 secondes. C'est vraiment ça qui a fait la différence. Exactement. Puis surtout du fait que, on s'entend, là, les receveurs de Kansas City, c'est une équipe de 4 fois 100 mètres. Là. Ouais, Donc, vraiment. C'est Travis Kelce puis l'équipe de 4 fois 100 mètres. Là. Donc, de les demander à des demi-défensifs de découvrir 1, 2, 3 secondes, qu'est-ce qui est normal, mais rendu à 4, 5, 6, 7 secondes, à un moment donné, là, c'est beaucoup de terrain à couvrir, des athlètes qui sont extrêmement rapides, puis avec un carrière qui a un bras quand même très puissant, donc même s'ils les voient à la dernière seconde, puis sont rendus 40, 45 verges plus loin, il est quand même capable, de la rendre, puis de compléter des passes, donc ça fait un élément très, très dangereux là, à combattre. Oui, puis la défense des Chiefs, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? En première demi, comme je le disais tout à l'heure, on se disait, bon, ça ressemble au match précédent des Titans, Derrick Henry qui était en mesure de gagner des verges, mais il n'y avait pas juste ça. Il y avait également Ryan Tannehill. Moi, j'ai trouvé en première demi que du côté de la défense de Kansas City, on n'a pas appliqué de pression sur Tannehill. Je ne sais pas si c'est parce qu'on était préoccupé à arrêter le jeu au sol des Derrick Henry, mais je trouvais que Tannehill avait beaucoup de temps pour repérer ses receveurs de passe. D'ailleurs, sa première séquence, compléter une passe à A.J. Brown. Brown était allé chercher des verges après la réception pour un gros jeu, une réception qui a finalement passé course environ une quarantaine de verges, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé de la performance des Titans, là, surtout au début de la rencontre? Ben moi, je pense que les Titans, en début de match, ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Pour moi, c'était un peu leur scénario de rêve. Ils se sont souvent dit en préparation avant le match, si on est capable de prendre l'avance de ce match-là, OK, on va passer au plan Derrick Henry à gauche, au centre, au milieu, puis est capable de gruger du temps, puis garder Patrick Mahomes pour son offensive sur les lignes de côté, mais on dirait que ça s'est tout passé un peu trop rapidement. Ils ont pris l'avance, c'était au premier quart, et finalement pas assez soutenu pour être capable de maintenir l'avance. Puis une fois qu'en deuxième demi, les Chiefs avaient l'avance, c'est vraiment difficile pour les Titans de revenir, même avec Tynan Hill qui peut faire le plus qu'il peut, là, mais je pense que ce match-là, il a donné pas mal tout ce qu'il était capable de donner, puis, le plus haut de son potentiel. Mais sans l'apport de Derrick Henry en deuxième demi, c'est très difficile là, pour les Titans de faire grand-chose. Oui, c'est ça. Écoute, la défense des Chiefs, qui a fait du bon travail face à Henry en deuxième demi, on s'est mis à délaisser le jeu au sol parce que, on tirait de l'arrière, mais la performance des Titans en première demi, moi, j'ai trouvé qu'ils ont contrôlé d'une certaine façon la première demi, mais malgré tout, c'était pas suffisant. Là. Ils sont partis au vestiaire. Bon, c'était quoi la marque à la mi-temps? 21-17. Oui, exactement. Donc, 21-17 pour les Chiefs. Donc, même s'ils ont bien joué en première demi, je pense pas qu'ils auraient pu mieux jouer. Ils tiraient d'arrière par 4 quand même. Ça prouve à quel point Kansas City est vraiment une bonne équipe. Non, c'est sûr. C'est une très bonne équipe. Puis, si on regarde les statistiques, défensivement, ils n'ont pas été une grosse équipe. Donc, c'est pas un peu surprenant qu'est-ce qu'on a vu dans les séries éliminatoires, que ce soit par la course, par la passe. Mais durant les séries, ils ont trouvé le moyen d'être bons défensivement au bon moment pour au moins donner du temps à l'offensive de se partir. Donc, l'affaire la plus dangereuse avec les Chiefs, c'est si jamais ils ont un fort début de match puis sont capables de produire rapidement offensivement, quel genre d'équipe qu'ils sont capables d'être? Oui, non, c'est ça, absolument. Mais on ne peut jamais les compter pour battus avec Patrick Mahomes. Dernier mot sur Derrick Henry. Je l'ai épié durant la période d'échauffement. Je vais le voir en personne. Là. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que ce gars-là il joue à la position de demi à l'attaque. Je veux dire, c'est pas juste qu'il est gros, mais il est grand. Il est long, comme on dit. Il est grand, il mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4. Tu m'as dit qu'il mesure 6 pieds 5, que je t'aurais cru. De le voir durant l'échauffement, c'est vraiment impressionnant. Je me dis, mon Dieu, il a vraiment l'air d'un ailier rapproché. Tu le vois dans le champ arrière, on dirait qu'il y a une erreur. Tu dis, ce gars-là est trop gros pour être à la position de demi à l'attaque. C'est vraiment impressionnant de le voir durant l'échauffement avec son cabaret. J'en suis sûr. Un Eddie George des temps modernes. Oui, non, c'est ça, exactement. Un Eddie George des temps modernes. Mais écoute, pour les Titans, Derrick Henry va devenir un joueur autonome. C'est la même chose pour Ryan Tannehill. Est-ce qu'on peut se permettre de ramener les deux joueurs? Est-ce qu'on doit tout faire en notre pouvoir pour ramener Tannehill et Derrick Henry, selon toi? Ben moi, je pense que oui. C'est la combinaison qui a bien fonctionné. Surtout du côté de Tannehill, on savait ce que Derrick Henry était. Puis à la fin de la saison, on conclut que ça a été le meilleur porteur de ballon pour qu'est-ce qu'il amène sur le jeu au sol. Donc, il va avoir tous les atouts de son côté pour pouvoir négocier une très belle entente. Là, reste à voir par l'historique des contrats avec les portes de ballon. Est-ce que les Titans vont être capables de
Ben c'est ça, de on négocier, en parlait contrer. avant de commencer l'enregistrement. Tu mentionnais les noms au cours des dernières années, là, des porteurs de ballon qui pensaient faire sauter la banque, puis finalement, bon, ils l'ont pas fait. Le'Veon Bell, oui, le signé un contrat lucratif avec les Jets de New York, mais c'est loin d'être pour le montant auquel il s'attendait. Et puis, il y en a eu d'autres là, lors des dernières années. Est-ce que toi, tu serais prêt justement à investir en Derrick Henry? Tu es âgé de 26 ans seulement. Oui, mais c'est quand même un porteur de ballon. Puis, moi, Avec son style en plus. moi, pour moi, un porteur de ballon, c'est toujours une valeur qu'on est capable de remplacer au repêchage avec le nombre de quantités de bons porteurs de ballon qui peuvent sortir. Il y a combien de porteurs de ballon comme Derrick Henry, par exemple? Parce qu'il est unique. Là. Il est vraiment unique avec son cabaret, la vitesse Tout à qu'il a. fait. Il est unique, tout à fait. Mais est-ce que tout seul, il est capable de faire ou est-ce que tu peux faire avec un porteur de ballon? Peut-être qu'il ne va pas te donner 1500 verges puis il va contrôler le temps de position comme il fait, mais qu'il va t'en donner 1000 puis tu vas pouvoir l'encadrer puis avoir d'autres ressources autour de lui qui vont faire en sorte que tu vas gagner. D'après moi, les équipes diraient que historiquement, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir un porteur de ballon à 1500 verges puis aussi dominant que lui il est pour faire tout le travail. Si jamais on doit laisser partir de ça quelqu'un, payer le trop, aller en enchère pour un Derrick Henry, puis on va trouver une ressource secondaire qui va nous donner 1000 verges. Puis comme tu peux le constater, là, les deux équipes qui vont au Super Bowl, il n'y a pas un porteur de ballon de 1000 verges dans les deux, les deux groupes. Là. Donc, est-ce que c'est pas une nécessité pour être bon d'avoir un porteur de ballon aussi dominant? Ben, dans ce cas-là, est-ce que tu serais prêt à laisser partir Henry pour t'assurer de garder Ryan Tannehill dans ce cas-là? Non. Parce que c'est difficile de gagner sans carrière. Là, on le voit, comme tu le mentionnes, les équipes qui sont au Super Bowl, elles ont de bonnes attaques au sol, surtout les 49ers de San Francisco, mais tout au long de la saison, on a utilisé 3-4 porteurs de ballon. Puis l'identité des Chiefs, c'est sûr, ça commence avec Pat Mahomes. On a une vraie carrière de concession, on l'a vu. Il a transporté l'équipe dimanche. Alors, est-ce que tu serais prêt à sacrifier Derrick Henry pour Ryan Tannehill? Ce qui aurait été impensable il y a 6 mois. Là. Tout à fait. C'est sûr que Tannehill, il est important parce que c'est la carrière qui a été capable, mais est-ce que Tannehill est irremplaçable? Lui non plus, je crois pas. Si j'ai à choisir dans les deux, je garde Derrick Henry puis j'espère être capable de trouver un carrière qui va me donner au moins qu'est-ce que Tannehill m'a donné parce que Tannehill, il a été bon, mais est-ce que c'est un joueur de étoile qui ne peut pas être remplacé? Je ne crois pas. Là. Donc, si j'ai à choisir dans les deux, je garde Derrick Henry, mais je ne ferais pas sauter la banque pour Derrick Henry. Oui. Non, ça, je comprends. En tant que gestionnaire, moi, je suis son agent. Si je suis son agent, ben là, je dis c'est la meilleure performance de tous les temps, puis il vaut 100 millions, là, mais il n'y aura pas ça. Oui, non, j'ai vraiment hâte de voir ce que les Titans vont faire. Est-ce qu'ils peuvent se permettre même de ramener les deux, de garder les deux? On sait avec le plafond salarial, tu ne veux pas investir trop d'argent d'un côté du ballon, investir trop d'argent en attaque, puis après ça, bon, tu fais comment afin de garder ou d'aller chercher des joueurs de qualité du côté de l'unité défensive. On va avoir de grandes décisions à prendre du côté des Titans du Tennessee. Pour ce qui est de Pat Mahomes, je veux juste en parlant encore une fois, c'est vraiment impressionnant de le voir. Des lignes de côté. L'énergie qu'il donne à l'équipe, à un moment donné, j'ai oublié si c'est après le premier toucher des Chiefs ou le deuxième. Il est venu, il s'est promené le long des lignes de côté, très émotif. Puis ça a donné de l'énergie également à la foule lorsqu'elle le voyait agir de la sorte. Mais tu sais, on parle souvent de carrière de concession, mais réellement, il y a combien de carrières de concession dans la NFL? Tu sais, qui peuvent transporter l'équipe. Puis ça a vraiment été toute une démonstration de sa part. Parce qu'il y a une passe qu'il a complétée. J'ai oublié c'était à qui. Le receveur a attrapé le ballon devant moi. Je pense que j'ai goût de dire que c'était à Sammy Watkins, mais je ne suis pas certain. Mais encore une fois, il était sorti de la pochette, il a acheté du temps, puis il a comme lancé le ballon en contre-courant, mais la passe était directement dans les numéros. C'est tellement impressionnant à voir. Il est vraiment une coche au-dessus des autres joueurs présentement. Définitivement un carrière très spécial. Puis je pense pas, du point de vue de la télévision, je ne sais pas des fois à quel point on est capable de réaliser l'élément des conditions dans lesquelles il joue. Puis toi, tu as été là sur les lignes de côté. Puis nous, des fois, à la télé, on voit, oui, ils ont des chaufferettes sur les lignes de côté et tout, mais il avait l'air de faire froid. Malgré le froid, puis malgré les conditions dans lesquelles il joue un style de football du Sud, de temps chaud, puis ils sont capables de lancer le ballon, attraper le ballon, puis faire des choses avec la passe. Puis moi, pour avoir joué dans des conditions très, très hivernales, quand il commence à faire moins 10, moins 15, là, oui, tu trouves le moyen de le faire, d'attraper la passe, puis de lancer la passe, peut-être bon au jeu aérien, mais c'est pas aussi simple que ça dans la là. Puis ces gens-là à Kansas City
c'était avec Mahomes puis sa gang, là, il trouve le moyen de faire paraître ça très facile là, dans des conditions quand même assez rigides. Non, c'est ça, il semble que la température ne les a vraiment pas dérangés. Là. Il faisait environ entre moins 15 et moins 20 avec le vent. Là, ça, c'était très froid. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu aussi froid que ça durant un match. Là. En tout cas, il faisait plus froid que même lors du match de la Coupe Grey à Calgary. Là, ça, c'est même pas proche. C'était vraiment froid. Alors, on va maintenant se transporter du côté de la nationale, où les 49ers de San Francisco, bien, comme je le disais tout à l'heure, ils ont facilement défait les Packers de Green Bay par la marque de 37-20. La vedette de la rencontre, bien, ça a été le porteur de ballon des Niners, Raheem Mostert, qui a gagné 220 verges, en plus d'inscrire 4 touchés. On a perdu les services de Tevin Coleman. Ça fait en sorte que Mostert a été le seul porteur de ballon ou presque qu'on a utilisé dans le champ arrière. Et puis, ça a vraiment été toute une performance pour lui. C'est un joueur qui a été retranché à 7 reprises depuis le début de sa carrière. Après le match, il disait, avant toutes les rencontres, il a gardé une liste avec les dates au cours desquelles il s'est fait retrancher les 7 fois. Puis il dit avant chaque match, il dit qu'il regarde cette liste-là qu'il s'est fait afin de se motiver avant chaque match qu'il joue. Donc ça, c'est vraiment une belle histoire. Pour ce qui est de la rencontre, écoute, les deux équipes s'étaient affrontées plus tôt durant la saison régulière. S'étaient affrontées le 24 novembre. Les Niners avaient écrasé les Packers. Encore une fois, le match avait eu lieu au Levi Stadium. Finalement, ça a été un copier-coller de la rencontre du mois de novembre. Ça a été une domination. Ils ont fait la vie dure à Aaron Rodgers dès le début de la rencontre. Oui, puis c'est un peu comme on s'était parlé un peu avant de rentrer en ondes. Autant par les fiches, on sent que c'était deux rivaux un peu équitables, mais que ce soit le dernier match qu'on jouait un contre l'autre ou le dernier match en fin de semaine, que San Francisco a vraiment démontré qu'ils sont classe à part, ils ne font pas partie du même niveau, puis la tendance un peu s'est mêlée, puis ils ont vraiment montré là, que leur 12-3 ou leur 13-3 de la saison est beaucoup plus valable, puis c'est une beaucoup meilleure équipe que les Packers de Green Bay. Ben, c'est ça, également, là, les Packers. Tout au long de la saison, bon, ils ont terminé avec une fiche de 13-3, puis ils disaient, waouh, vraiment, les Packers, 13-3, la deuxième tête de série du côté de la nationale. C'est vraiment surprenant. Moi, j'ai l'impression que la deuxième meilleure équipe de la nationale, c'était vraiment les Saints. Puis bon, eux, malheureusement, ils ont choqué à domicile en éliminatoire. Puis on aurait eu droit à un bien meilleur match si les Saints s'étaient rendus à la finale de l'association nationale. Mais c'est comme ça qu'on n'a pas fait d'ajustement, on dirait. Ils ont joué contre les 49ers à la fin du mois de novembre. Rodgers était sous une pression constante. Puis on n'a pas apporté d'ajustement du côté de l'attaque des Packers. C'est comme ça qu'on pensait que ça allait fonctionner encore une fois. On était incapable d'arrêter la ligne défensive des 49ers de San Francisco, qui a vraiment été encore une fois dominante. Oui, ça a été très difficile. Puis, San Francisco ont été dominants avec la ligne défensive. Ils ont été super dominants par le jeu au sol, comme tu l'as décrit. Là. Puis chapeau à Kyle Shanahan, qui rend honneur à son père. Puis, moi, je vois beaucoup de parallèles là, de son père avec Terrell Davis, un autre porteur de ballon, puis il trouvait des moyens de courir la balle. Puis c'est lui maintenant avec un autre porteur de ballon un peu moins convoité, moins recruté, puis il trouve des moyens. Puis c'est un peu un génie offensif de la course. Il trouve des moyens différents de courir le ballon, puis même si tu sais que ça s'en vient. C'est quoi, Jimmy Garoppolo, 8 passes tentées, c'est bien ça? 8 passes tentées, 608. 608, Jimmy G. C'est pas mal incroyable de courir le ballon à 285 verges. Puis qu'est-ce qu'on remarque avec un système de course, c'est que Kyle Shanahan semble être un génie là, de trouver les bons angles, de créer des surnombres. Tu cours sur les corridors extérieurs, puis tu es toujours capable d'avoir un joueur de ligne offensive qui s'en va vers un demi-défensif puis qui prie là, pour rester en santé. Là. Donc, il trouve des moyens de créer de l'espace dans le jeu à la course. Puis oui, c'est une chose de le faire dans le jeu aérien, mais d'être capable de le faire dans le jeu au sol mérite à son analyse puis ses qualités de stratège puis offensif. Puis quand c'est pas le jeu au sol avec le porteur de ballon, il trouve le moyen avec des renversé avec les receveurs de passe. Donc, d'avoir l'aptitude d'être capable de courir le ballon de cette manière-là, puis sans être obligé de lancer la passe, mais c'est tout à son mérite. Ouais, 608, 77 verges pour Jimmy Garoppolo. Ça faisait penser à Ryan Tannehill lors des deux premières rondes qui a passé pour moins de 85 verges lors des deux victoires des Titans. Mais écoute, si ça fonctionne, c'est simple des fois le football. Hein? Exactement. Tu fais quelque chose, si ça fonctionne, tu continues de le faire jusqu'à ce que l'équipe adverse se prouve qu'elle est en mesure de t'arrêter. Puis du côté des Packers, c'est simple, on n'avait pas de solution au jeu au sol. Finalement, au total, ça a été 285 verges au sol du côté des 49ers de San Francisco. Aaron Rodgers, il a tenté d'effectuer une remontée, mais c'était trop peu trop tard. La marque finale de 37-20 indique vraiment pas l'allure de la rencontre.
Du côté des Packers, moi, une des raisons pour laquelle moi j'y croyais plus ou moins aux Packers, c'est que tu regardes la formation, il n'y a pas beaucoup d'armes à la disposition d'Aaron Rodgers, mis à part Aaron Jones et Devontae Adams. Ah oui. Mais après ça, là, oui, c'est il très y a moyen. Graham, les rapprochés, qui Mais est capable de faire le jeu. Exactement. Donc, tu sais, Devontae Adams, c'est pas vraiment le seul. Aaron Jones, dans le champ arrière, ils sont capables de le faire commencer tôt dans le match et il est capable de faire des choses, mais c'est pas un porteur de ballon de rattrapage qui va faire des grosses verges. Donc, évidemment, Aaron Rodgers, il a besoin d'aide. Puis, tu sais, j'ai remarqué ça un peu au début de la saison, mais il y a quelque chose avec Aaron Rodgers, la force de ses lancers, les retards des fois sur les lancers, les passes qui sont un peu courtes en arrière des receveurs. Il n'a pas connu une bonne saison. De plus en plus, on voit des exemples où est-ce que, comme si il est rendu à 36 ans. Comme si son bras est un peu plus fatigué, mais ça, un Danny, peu moins il puissant. Il est rendu à 36 ans aussi. Là. Exactement. Donc, tu vois, tous les carrières qui peuvent connaître du succès jusqu'à 40 ans comme Tom Brady. Exact. Il est plus proche de la fin que le temps semble début, le rattraper, puis tu vois qu'il a besoin d'être mieux entouré, puis tu vois que la magie, comme il la faisait dans le passé, n'est plus autant là. Donc, c'est de plus en plus apparent. Oui, non, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Parce que les statistiques, bon, il n'a pas été victime de beaucoup d'interceptions, mais ça, bon, c'est traditionnel de son côté. Mais quand tu regardes le jeu, parce que les statistiques, c'est une chose. Encore une fois, c'est comme la fiche des Packers. C'est une chose quand tu regardes la fiche finale 13-3 en saison régulière, mais si tu regardes les Packers durant la saison, c'est pas une équipe dominante, là. Comme les Niners l'ont été, ou même les Saints l'ont été par moments durant la saison. Mais c'est la même chose avec la fiche Aaron Rodgers. Pour l'avoir regardé jouer pendant la saison, on voyait des passes, il était imprécis. Je me souviens, est-ce que c'était contre Détroit vers la fin de la saison, en première demi? J'oublie c'est contre qui. Mais il avait été tellement imprécis tout au long de la rencontre. Puis ça, on ne voyait jamais ça de la part d'Aaron Rodgers. Alors, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça qu'ils vont faire durant la saison basse. Ils vont tenter de mieux l'entourer, parce qu'il demeure quand même un bon carrière, là, on s'entend. Là. Mais il n'offre pas les grandes performances de façon constante comme il le faisait il y a 2, 3, 4, 5 ans. Lorsqu'à ce moment-là, c'était le carrière le plus doué. Là, physiquement, là, on s'entendait pour dire c'est le carrière le plus talentueux de la NFL. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir ça de la saison morte du côté des Packers de Green Bay. Donc, ça a été une victoire convaincante du côté des Niners. Donc, la table est mise pour le Super Bowl 54 entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City. Bien sûr, on va surveiller les Chiefs. On souhaite une victoire des Chiefs. On a un parti pris avec la présence de Laurent Duvernay-Tardif. Laurent, qui était littéralement exubérant après la victoire des Chiefs, m'a même donné un coup de poing direct dans le chest, comme on dit. T'as senti sa joie littéralement. Oui, j'ai senti sa joie littéralement. Mais écoute, non, mais c'était drôle. Puis c'était à chaud après le match. Puis je comprends son enthousiasme parce qu'on en avait parlé à micro fermé vendredi après l'avoir interviewé. Qu'est-ce que ça représentait d'être en mesure de gagner, d'accéder au Super Bowl après la déception de l'année dernière. Puis pour la ville de Kansas City également, 50 ans. Sans participation au Super Bowl. Depuis Super Bowl 4, imagine-toi. Puis dis-toi, pour quelqu'un comme Laurent Duvernay-Tardif, qu'on voit de l'extérieur, qu'on a le sentiment qu'il a tout accompli, puis tu vois son niveau à quel point il est excité, puis à quel point il y a encore des choses qu'il aimerait savoir, puis d'avoir cette opportunité-là, ça serait beau de le voir accomplir. Ça, écoute, sûr. Il était très enthousiaste, mais c'est tellement incroyable. Écoute, moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de Laurent, on m'avait envoyé couvrir un match entre McGill et Concordia. Puis on m'avait dit, il y a un joueur de ligne à l'attaque à McGill. Il y a des équipes de la NFL qui ont un intérêt pour lui. Bon, là, je suis comme un joueur de ligne à l'attaque de McGill qui suscite de l'intérêt aux États-Unis. J'étais comme, OK, bon, on va voir, tu sais. Puis, j'étais allé au match, puis là, j'ai vu Laurent jouer. Là, j'étais comme, OK, là, je comprends. Vraiment physiquement. Puis écoute, je sais pas c'est qui le pauvre ailier défensif du côté de Concordia, mais l'après-midi était long pour lui. Laurent faisait qu'est-ce qu'il voulait avec ce gars-là. Tu sais. J'ai écho les mêmes commentaires. Moi, j'étais à l'Université de Montréal dans ces années-là. OK, tu coachais à ce moment-là. Exactement. Puis tu sais, je peux te coacher contre lui. Ouais. Exactement. Puis je peux te dire que nos joueurs de ligne défensive, qui étaient une très bonne ligne défensive dans ces années-là, les J.S. Blanc, David Ménard, tous les gars qui jouent dans la Ligue canadienne, qui ont des belles carrières, on avait une bonne ligne défensive. Là, puis on jouait contre McGill, puis c'est très rare que nos joueurs de la ligne défensive revenaient sur la ligne de côté et puis se disaient
Et je viens de me faire dominer physiquement, là. Puis j'ai peur de regarder le vidéo cette semaine parce que je me suis fait dominer. Puis c'était un des rares athlètes. Puis on jouait contre on jouait contre les autres bonnes équipes au pays. Puis, mais quand il revenait sur ligne de côté après avoir passé une série contre Laurent Duvernay-Tardif. Les joueurs vous le disaient, là, que c'est un autre niveau. Là. Complètement. Oui. C'était un bon athlète, dominant, fort. Il comprenait. Puis de ce que, en tout cas, c'est la rumeur, puis peut-être un jour tu pourras y poser la question, mais les rumeurs que j'entendais de ce temps-là, c'est que Laurent, parce qu'il étudiait en médecine, ne pouvait pas s'impliquer en termes de rencontres et en termes de temps de pratique. Exact. Donc, Laurent, de ce que j'entends, se pointait presque uniquement au match, recevait le livre de jeu, le plan de match, presque en rentrant dans l'autobus, révisait rapidement, se pointait. Puis... Je ne sais pas si c'était à ce point-là, mais je sais qu'il m'a déjà dit qu'il prenait part, lorsqu'il était à McGill, à un entraînement par semaine. Bon. En raison de ses études en médecine, naturellement, c'est très exigeant, très demandant. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas étudié en médecine, mais je le crois. J'ai pas misère à le croire. Mais c'est ça, ouais, il pratiquait une fois par semaine, puis des fois, c'était juste à la veille des matchs. Exact. Donc, durant l'entraînement léger, durant le walkthrough. Exactement. Exactement. Puis il étudiait le plan de match durant son temps. Puis c'est une des choses que les Chiefs, ça, ils trouvaient attrayant, parce qu'ils disaient, mon Dieu, ce gars-là, il est déjà un aussi bon joueur, puis il pratique juste une fois par semaine. Exact. Il dit, imagine-toi, là, si, dans notre machine. avec notre coaching, exactement, dans notre machine, le genre de joueur dominant qu'il va pouvoir devenir. Alors, ils ont certainement gagné leur pari, ils ont bien vu. Ben oui, non, absolument. Puis on a un noyau de joueurs aussi du côté des Chiefs. Des joueurs qui ont été repêchés environ la même année ou une année à part. Donc, c'est comme ça qu'on a bien bâti le programme. Là. Si je ne me trompe pas, de la première année de Andy Reid à la barre de l'équipe, il y a juste un joueur qui reste, qui faisait partie de cette équipe-là, puis c'est le botteur de dégagement. OK. Alors, on a complètement changé la formation. C'est tous des joueurs, la majorité là, qu'on a repêchés, qu'on passe à tous les joueurs étoiles qu'on a. Bon, mis à part Sammy Watkins qu'on est allé chercher, puis Frank Clark en défense. Mais ça a pas mal été tous des joueurs qu'on a repêchés puis qu'on a développés du côté des Chiefs de Kansas City. Là, quand tu y penses, Travis Kelce, Tyreek Hill, on parle de Laurent, il y a d'autres joueurs au sein de la ligne à l'attaque. Eric Fisher, qui avait été un choix de première ronde. Du côté des Chiefs, Pat Mahomes. Exact. Non, c'est tous des joueurs qu'on a développés. Dans tous les sports, là, c'est toujours la meilleure recette, si tu es capable de le faire, c'est de développer par ton repêchage parce que c'est l'option la moins coûteuse. Puis tu fais des bons choses, tu vas être capable de rendre tes joueurs à maturité, ils vont te donner du rendement. Puis quand ils sont tous à maturité, ils vont tous coûter trop cher. Ben là, tu vas pouvoir les laisser partir aux joueurs du marché autonome. Mais la meilleure façon d'avoir des bons joueurs et du rendement avant qu'ils te coûtent trop cher, c'est de bien repêcher, bien les développer et puis bien les mener à maturité. Non, exact. Là, il y a des gens qui parlent déjà de possibilité là, du début d'une dynastie du côté des Chiefs. Là, moi, je dis, wow, un instant, là, ils n'ont même pas gagné un Super Bowl encore. S'ils gagnent dimanche, dans 2 semaines à Miami contre les Niners, on pourra parler de ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est prématuré. Même un Super Bowl, est-ce qu'on peut parler de dynastie? C'est ça, exactement. Là, donc, c'est très prématuré. Là, mais bon, que veux-tu? Mais on verra. Mais écoute, la semaine prochaine, on aura la chance justement là, de parler vraiment de cette confrontation entre les Niners et les Chiefs de Kansas City. Mais toi, rapidement, sans tout dévoiler, à quel genre de match que tu anticipes, ou plutôt, qu'est-ce que tu vas observer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête là, lorsque tu penses aux deux équipes, que tu as hâte de voir une confrontation, que ce soit des unités, une contre l'autre, ou des joueurs en particulier? Tu sais, les ailiers rapprochés. Tu sais, on va avoir 2 des meilleurs ailiers rapprochés dans la NFL, Kittles, Kelce. C'est 2 équipes avec 2 styles différents. Donc, comme d'habitude, qui va être capable d'imposer sa volonté le plus? Est-ce que San Francisco va être capable de maintenir comment il court le ballon contre les Chiefs? Est-ce que les Chiefs vont être capables de passer le ballon et être aussi explosifs contre une très bonne défensive de San Francisco? Est-ce que Kansas City va avoir le même blues des dernières semaines puis commencer lentement, puis est-ce que San Francisco va les laisser revenir? Est-ce que si San Francisco a l'avance, est-ce qu'ils vont être capables de courir le ballon pour garder Pat Mahomes sur les lignes de côté? Il y a plein de choses. Est-ce que Mahomes va avoir les papillons d'un jeune carrière qui fait son Super Bowl, qui a la pression d'être un MVP qui doit faire tout lui-même? Jusqu'à présent, ça, il a toujours démontré qu'il faisait preuve de sang-froid, mais Super Bowl, c'est complètement différent. C'est un autre animal. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Peut-être la seule chose que je pense que je m'attends, c'est peut-être
ça va jouer vite. Il va avoir il va avoir des jeux explosifs. Il y a beaucoup d'athlètes rapides sur le terrain. Ça devrait être un bon Donc, Super Bowl. Un Super ça Bowl devrait être un bon divertissant, spectacle, il me semble. Ouais, exactement. exact. Donc, pour ça, là, on va avoir des très bons athlètes rapides sur le terrain. Là, fait que devrait avoir un beau spectacle. Ouais, moi, j'ai hâte de voir est-ce que la protection des Chiefs va tenir le coup contre la ligne défensive des Niners. Parce qu'avec avec Nick Bosa et compagnie, le travail de démolition qu'on a fait contre les Packers, parce que pour moi, la seule façon d'arrêter ou de ralentir l'attaque des Chiefs, c'est si tu es capable de frapper Mahomes. Absolument. Ouais. Parce que tu ne vas pas le faire en couverture. Comme tu disais, tu as une équipe de relais 4 fois 100 mètres en position de receveur. Ah oui. Et tu ne seras pas en mesure de les couvrir. Fait que pour ça, il faut que tu t'attaques au carrière. Ça me fait penser un peu aux Patriots de 2007. Souviens-toi, la saison parfaite. Saison Moss. record, oui, exactement. Saison record de Moss, de Brady. Oui. Ils sont arrivés au Super Bowl contre les Giants. Ah oui. Les Giants, ils avaient une ligne défensive faisant en sorte qu'ils n'étaient pas obligés de blitzer, qu'ils pouvaient mettre la pression à 4. C'est très vrai. Puis les Patriots, qui marquaient 40 points toutes les semaines ou à peu près, ils ont marqué moins de 20 points lors de ce match-là. Donc ça, c'est la façon la plus rapide de déstabiliser une attaque. C'est si tu possèdes une ligne défensive dominante. Puis les Niners, ils ont une ligne défensive dominante. Ils ont investi dans leur ligne défensive. C'est quoi? Ils ont 4 anciens choix de première ronde. C'est vrai, puis tu regardes même en point de vue production, là, Armstead, Bosa, Buckner, c'est 7,5 sacs, 9 sacs, 10 sacs. C'est des gens que ça vient d'un peu partout. C'est des gens qui sont capables de mettre de la pression sur leur carrière. Tu as même Solomon Thomas, un ancien choix de première ronde qui est le moins beau du groupe, mais quand même. C'est comme si, d'après moi, c'est essentiel que ces gens-là se rendent aux carrières parce que je suis pas certain que la tertiaire va être capable de rester longtemps. Je suis pas convaincu. Chez Sherman, beaucoup d'attention sur lui, ses qualités athlétiques, là, mais sont déclinantes. Là, puis, tu as vu la longue réception qu'il a accordée à Devante Adams. Exactement. Si Devante Adams, lui seul, sans beaucoup d'aide, il a été capable d'avoir une bonne journée contre Sherman. C'est fort possible que les Hill, les Watkins et compagnie là, sont aussi capables de se démarquer. Hardman. Donc, Marcus Robinson. La liste est longue. Exactement. Donc, la ligne défensive va avoir besoin d'une belle performance là, pour empêcher qu'il y ait beaucoup de dommages de ce côté-là. Oui, non, en tout cas, j'ai bien hâte d'en parler à Laurent, de quel est leur plan de match justement face à cette ligne défensive-là, qui a le potentiel d'être très dominante. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que du côté du plan de match, on va y aller avec des passes courtes du côté de l'attaque des Chiefs, justement, afin de neutraliser la ligne défensive des 49ers. En tout cas, ça va être surveillé, mais ça va être tout un match d'échecs. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, ce match du Super Bowl-là. Puis Andy Reid qui retourne au Super Bowl pour la première fois en 15 ans. Depuis, ça fait 15 ans. Avec les Eagles, Terrell Owens, la jambe cassée. Là, c'est ça, ouais. Théo qui avait joué sur une jambe et qui avait gagné plus de 100 verges contre les Patriots. Ça, c'est 2003, là. Wow. C'est 2003, non, non, c'est pas 2003, excuse-moi, on est rendu en 2000. Ça, c'était quoi, 2006, 2007? On est rendu en 2020. Parce que je sais que 2007, c'est 2005, ça veut dire, ouais. C'est ça, 2005, ouais. Fait qu'attends. On va utiliser l'Internet. On a l'Internet, pourquoi pas ne l'utiliser? Voilà, on va l'utiliser pour voir, le Super Bowl, juste... ma mémoire n'est plus ce qu'elle était naturellement, l'ordinateur qui ne veut pas fonctionner. Bon, mon ordinateur qui gèle, je ne sais pas si tu peux aller vérifier de ton côté, toi. Est-ce que ton ordinateur fonctionne, Danny? Oui. Ouais. On parle de 2004. 2004. Oui. Donc, c'était le Super Bowl avait lieu en 2004 ou c'était le Super Bowl de la saison 2004? Le Super Bowl de la saison 2004. OK, wow. Donc, ça fait 16 ans. Là. Oui. Ça fait 16 ans, wow. OK, ça fait longtemps. Fait que doit être ça pour dire Andy Reid de retour au Super Bowl pour la première fois depuis ce Super Bowl-là. Ça fait longtemps. Andy Reid qui est l'entraîneur dans l'histoire de la NFL qui a le plus grand nombre de victoires sans avoir gagné un Super Bowl. Alors, est-ce que ça va se terminer? Est-ce qu'il va être en mesure, finalement, de soulever à bout de bras le trophée Vince Lombardi? Parce que Andy Reid est apprécié de tout le monde à Kansas City. Là. Juste quand il s'est présenté au micro, après la victoire des Chiefs, tu aurais dû voir la réaction de la foule. Tu as apprécié également par les membres des médias. Puis c'est la même chose lorsqu'il était à Philadelphie. Ça semble vraiment être un bon monsieur. Je sais que Laurent a juste des bons mots à dire à son sujet. Ça serait bien pour un gars comme lui, parce que c'est un gars qui a souvent eu beaucoup de succès dans les saisons. Puis ça a souvent été la coche négative contre un gars comme Andy Reid. Qu'est-ce qu'il fait dans les séries? Puis toutes les fois qu'il y a eu des super bonnes équipes, des super bonnes saisons, puis comme on dit, des early exits en série. Là. Donc, c'était la coche. Donc, ça serait bien pour voir un gars qui a été persévérant, qui a eu
une autre chance, puis qui finalement qui est capable de sortir de là avec un championnat là, pour sa legacy. Là, Ouais, c'est ça, ouais, pour son héritage. Comme on disait, il a bâti le programme des Chiefs. Mm-hmm. Il reste juste un joueur qui faisait partie de la formation lorsqu'il est devenu entraîneur-chef de Kansas City. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ben, écoute, on a fait le tour. Hein? Le tour était pas aussi grand qu'avant, qu'il y a quelques semaines, lorsque la saison régulière était toujours en cours. Est-ce qu'il y avait on avait 15 à 16 matchs à décortiquer. Là, il y en avait juste 2, puis là, il en reste juste un. Il en reste un. Le match ultime qui va avoir lieu dans 2 semaines à Miami. Niners contre Chiefs avec Laurent Duvernay-Tardif. Alors moi, j'ai bien hâte de voir cette rencontre. Il faut juste patienter jusqu'au match. C'est tout le temps ça tous les ans au Super Bowl. Alors écoutez, la semaine prochaine, on sera de retour et on va y aller d'une analyse plus en profondeur pour ce match du Super Bowl du 54, entre les Chiefs et les 49ers de San Francisco. Alors j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu et on se reparle la semaine prochaine.